Bon, ben, je vais pas, on y va directement. Simplement, cette matinée, finalement, il y a 3 conférences qui sont un peu, finalement, non pas les extrêmes, enfin, puisque l'une va surtout nous parler des conséquences très globales de la société sur les conséquences du changement climatique. Et les 2 autres vont au contraire essayer de nous montrer comment on pourrait limiter ce changement climatique, soit en allant piquer le gaz carbonique. On verra comment, soit au fur et à mesure où ils se forment, soit encore en amont, enfin ça sera. Et puis la 3e conférence, c'est vraiment comment un peu jouer sur l'effet de serre proprement dit, disons, allez, en mettant un parapluie entre nous et le soleil, si on veut, au-dessus des nuages. Voilà, donc voilà le programme de la matinée. Je crois qu'on va démarrer tout de suite avec la première conférence qui va être beaucoup plus globale que celle qu'on a eue hier en fin de journée, qui visait vraiment les aspects santé des combustibles fossiles, qui est quand même, c'est quand même l'essentiel du rejet de gaz carbonique, mais là, ça sera une vue beaucoup plus globale, et donc je donne la parole à François Guémet. Et donc, comme on a dit, je ferai signe 5-10 minutes avant la fin pour avoir le temps de discuter. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous à Bordeaux aujourd'hui. Et mon intervention va porter sur la manière dont le changement climatique va affecter les sociétés humaines, ce qu'on appelle parfois les dimensions humaines du changement climatique. C'est-à-dire que nous réalisons bien sûr qu'au-delà des impacts physiques du changement climatique sur les écosystèmes notamment, les sociétés humaines, les populations vont naturellement s'en trouver affectées. Et je vais me concentrer en particulier sur à la fois la question des migrations humaines, des déplacements de population induits par le changement climatique, et sur un autre sujet qui fait encore controverse dans la communauté scientifique, à savoir ce qu'on appelle parfois les guerres climatiques, c'est-à-dire le risque d'incidence de conflits liés aux impacts du changement climatique. Et j'essaierai de faire un peu l'état de la recherche sur ces questions et de vous montrer d'abord ce que l'on sait, et puis de vous montrer ce que l'on ne sait pas, puisque ce sont des recherches qui restent encore malgré tout relativement émergentes et relativement peu avancées. J'insisterai aussi en particulier sur le fait que la manière dont ces phénomènes de migration et de conflits sont souvent représentés dans l'espace public et dans les discours politiques sont souvent très éloignés des réalités empiriques que nous observons en tant que chercheurs sur le terrain. Et donc, il y a à mon sens un risque important à avoir un fossé grandissant entre la manière dont la population se représente ces phénomènes et ce que sont ces phénomènes en réalité. Et on sait que les politiques publiques sont bien plus souvent fondées sur des perceptions que sur des réalités. Et donc, j'insisterai également sur le risque qu'il y a dans la manière dont nous parlons et dont nous communiquons autour de ces questions de migrations et de conflits. Peut-être en guise d'introduction, je voudrais souligner qu'en réalité, nous ne parlons pas de quelque chose de nouveau. Historiquement, on sait que l'environnement, les catastrophes naturelles ont toujours été un des principaux facteurs de la distribution de la population sur la planète. Où à l'époque préhistorique, l'Europe a été colonisée, a été peuplée avant tout parce qu'elle bénéficiait d'un climat favorable et tempéré. C'est ce qui a amené les Homo sapiens sapiens à se déplacer vers l'Europe. On peut trouver à travers l'histoire toute une série d'exemples historiques de catastrophes naturelles, de dégradation de l'environnement qui ont conduit à des déplacements importants de population. Je vous en montre simplement 2 pour l'exemple, je pourrais en montrer des dizaines. Vous voyez ici une gravure allemande qui représente les ruines de la ville de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755. Après le tremblement de terre, qui lui-même fut suivi d'un tsunami, qui lui-même fut suivi d'un incendie, la plupart des habitants de Lisbonne ont dû être relogés à la campagne en attendant que la ville soit reconstruite par le premier ministre portugais de l'époque, le marquis de Pombal. Et on voit très bien ici à l'avant-plan des camps de réfugiés gérés par l'Église et qui sont restés en activité plusieurs mois, le temps que les Lisboètes puissent regagner la ville. On voit
ici, en passant, toute une série de problèmes de sécurité et de criminalité qui règnent déjà dans les camps de réfugiés et qui ne sont pas sans rappeler les problèmes que connaît aujourd'hui le Haut-Commissariat pour les réfugiés lorsqu'il doit gérer des camps de réfugiés à travers le monde. Je vous montre un autre exemple qui est également bien connu, un des grands classiques de la littérature américaine, Les raisins de la colère de Steinbeck, raconte l'histoire de la famille Joad, une famille d'agriculteurs de l'Oklahoma, qui, comme des dizaines de milliers de familles, ont dû se déplacer dans les années 30 du Texas, de l'Oklahoma et de l'Arkansas vers la Californie, à la suite d'une sécheresse majeure qui a touché le centre des États-Unis, qu'on a appelé le Dust Bowl, qui a sévi pendant la Grande Dépression. C'est à la suite de ce mouvement de population que la Californie est devenue l'État le plus peuplé des États-Unis. Et donc voilà un mouvement de population qui a eu une influence majeure sur le devenir des États-Unis et dont l'importance historique est majeure. Pour autant, le fait que l'environnement conduise à des déplacements de population avait été relativement oublié à la fois dans la recherche et dans les politiques publiques, jusqu'à ce que arrive le changement climatique qui a évidemment éclairé d'un jour nouveau ces déplacements de population, à la fois parce que la question se posait avec une amplitude bien différente, on parle désormais de centaines de millions de personnes qui seraient déplacées, et parce que se posait bien entendu la question de la responsabilité de ces déplacements de population. Je vous montre simplement cette publicité qui est parue dans le grand magazine américain Life en 1962, qui est une publicité pour une compagnie pétrolière, Humble, qui pour le coup ne fait pas preuve de beaucoup d'humilité, puisqu'elle se vante de pouvoir fournir chaque jour suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glacis. Voilà finalement une publicité qui n'était pas mensongère. Ceci pour dire que lorsqu'on examine l'impact du changement climatique sur les sociétés et son rapport aux sociétés humaines, il est important aussi de se rendre compte que le changement climatique était bien connu depuis les années 60, mais que ce n'est en réalité que la gravité du changement climatique qui nous a paru plus tard, et je pense que cette publicité est révélatrice de la manière dont au début des années 60 on pouvait encore parler du changement climatique et dont il était acceptable de parler du changement climatique comme un sujet relativement léger qui prêtait à des blagues via des publicités. Les conséquences, évidemment, de ce mode de vie des années 50 et des années 60, nous les connaissons. Que sait-on aujourd'hui quant à la manière dont les sociétés humaines sont affectées d'ores et déjà par les effets du changement climatique? On sait qu'aujourd'hui, les déplacements de population liés au changement climatique sont une réalité. On parle beaucoup dans la presse des habitants des petits États insulaires et du risque que les petites îles soient à terme submergées du fait de la hausse du niveau des mers. Il est important, lorsqu'on parle des migrations climatiques ou environnementales, se pose toujours évidemment la question de l'attribution, de bien réaliser que nous ne discutons pas d'un problème futur, nous ne discutons pas d'un risque ou d'une menace potentielle que nous pourrions éviter. Nous discutons d'une réalité présente aujourd'hui. Voici les chiffres dont nous disposons à l'heure actuelle qui concernent uniquement les personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles qui mêlent bien entendu catastrophes géophysiques et catastrophes hydroclimatiques. On ne peut pas dire que donc tous ces déplacements soient liés au changement climatique, mais il est indéniable que les catastrophes hydroclimatiques occupent chaque année une place de plus en plus grande. Si je prends les chiffres de 2013, on estime que 90% des catastrophes qui ont généré des déplacements de population sont des catastrophes hydroclimatiques, essentiellement des sécheresses, des inondations et des typhons. Ce nombre n'inclut pas non plus les personnes qui sont déplacées à la suite d'impacts plus longs
du changement climatique à la suite d'impacts plus incrémentaux, typiquement la désertification ou la hausse du niveau des mers qui déplace bien entendu plusieurs millions de personnes également. Ce sont donc des chiffres qui sont en deçà de la réalité. Et nous le savons. Simplement parce que lorsqu'on cherche à savoir combien de personnes sont déplacées, il est impossible de savoir combien de personnes sont déplacées aujourd'hui du fait de la désertification, de la dégradation des sols ou de la hausse du niveau des mers, simplement parce que ces personnes échappent généralement à tout comptage statistique. Le seul comptage statistique qu'on peut réaliser, c'est dans des situations de catastrophes naturelles, là où une aide humanitaire est déployée et où les agences de l'ONU et les ONG peuvent fournir un comptage et un décompte précis du nombre de personnes qui sont hébergées dans des camps ou dans des abris de fortune. Et malgré ces précautions, nous avons quand même ces chiffres incroyables. Le chiffre de 2013 vient de tomber, il est de 22 millions de déplacés. Ce qui veut dire que sur une période de 5 ans, on a à peu près 142 millions de personnes déplacées, et on est sur une moyenne annuelle aujourd'hui de l'ordre de 25 millions de déplacés. Je vous donne simplement un chiffre par comparaison. Aujourd'hui dans le monde, il y a 17 millions de réfugiés politiques. Il y a 17 millions de personnes qui sont déplacées par des guerres et des violences, ce qui inclut les crises en Syrie, en Irak, en Centrafrique, en Afghanistan. Malgré une situation aujourd'hui où l'OHCR, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avertit qu'il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées par des guerres et par des violences que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,